comes and thundering for Spain. L'Espagne championne du monde. L'Argentine finaliste. Mbappé meilleur buteur de l'histoire de la compétition avec 22 buts. Et une remise de trophée par Donald Trump sous les sifflets de MetLife Stadium. La Coupe du Monde de 2026 est terminée et avant même que la poussière ne retombe, la FIFA allume déjà la mèche suivante. Gianni Infantino veut une Coupe du Monde à 64 équipes. Oui, 64. 4 ans seulement après avoir fait passer le format de 32 à 48. Et ce n'est pas le seul élément fou qui a été annoncé pour l'édition 2030. 6 pays hôtes, 3 continents simultanément, un stade au Maroc qui pourrait devenir le plus grand du monde avec 115 000 places. Et d'ailleurs, ce stade-là serait déjà pressenti pour la finale de l'édition, tout comme le Santiago Bernabéu de Madrid. Dans cette vidéo qui s'appuie sur des faits documentés et des déclarations officielles, nous allons voir de quoi il retourne. Le bilan de 2026, ce que cette édition historique a changé. Du 11 juin au 19 juillet 2026, la Coupe du Monde a vécu une révolution. Pour la première fois de son histoire, 48 équipes se sont affrontées dans 3 pays différents, à savoir les États-Unis, le Canada et le Mexique sur 104 matchs répartis en 16 stades. L'Espagne a décroché sa deuxième étoile en battant l'Argentine 1-0 après prolongation au MetLife Stadium d'East Rutherford, dans le New Jersey, 16 ans après son premier sacre mondial. Mbappé, lui, a remporté le soulier d'or et est devenu au passage le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde avec 22 buts. Côté format, le passage de 32 à 48 équipes a permis à des nations comme le Cap-Vert, la Jordanie, l'Ouzbékistan et Curaçao de participer à leur premier mondial. Le gardien capverdien Vozina a d'ailleurs gagné plus de 28 millions de followers pendant la compétition, grâce à son éblouissant parcours et son équipe a même atteint les 16e de finale. Infantino a qualifié cette édition de meilleure Coupe du Monde de l'histoire. Mais cette Coupe du Monde n'a pas été que du football. L'une des polémiques les plus scandaleuses est le refus d'entrer sur le territoire américain pour certains supporters et officiels. Donald Trump avait publié une liste de pays blacklistés, incluant plusieurs nations qualifiées pour le Mondial 2026, comme Haïti, l'Iran, le Sénégal ou la Côte d'Ivoire. Des supporters ayant acheté des billets se sont vus refuser l'accès aux États-Unis. Cela a aussi été le cas pour le meilleur arbitre de la Confédération africaine de football de l'année 2025, le Somalien Omar Abdoukaldir Artan. Avant le premier coup d'envoi, personne n'avait une idée précise de la couleur qu'allait revêtir cette Coupe du Monde. Inutile de dire que les critiques ont fusé avant, pendant et même après la compétition. Plusieurs ont accusé la FIFA d'avoir tué le mondial. Pour certains observateurs, la politique a occupé une place inédite. C'est la Coupe du Monde la plus politisée de l'histoire, parce que Donald Trump s'en est mêlé avec l'affaire la plus scandaleuse de l'histoire de la compétition, résume un journaliste présent sur place. Ce bilan à peine dressé, Gianni Infantino n'a pas attendu pour regarder vers 2030. Infantino et ses déclarations, l'homme qui veut tout agrandir. Gianni Infantino, l'homme qui a fait passer la Coupe du Monde de 32 à 48 équipes, l'homme qui a organisé une compétition sur 3 pays simultanément, et l'homme qui, à peine la finale de 2026 jouée, annonce qu'il envisage de passer à 64 équipes dès 2030. Au détour d'un entretien, Infantino a confirmé que la proposition d'un tournoi à 64 équipes allait être discutée officiellement au sein des commissions de la FIFA à l'issue de la Coupe du Monde 2026. Voici ses arguments. Lorsqu'on organise une Coupe du Monde, il est important de la concevoir pour le monde entier, et pas seulement pour l'Europe et l'Amérique du Sud. Chaque pays doit pouvoir rêver de participer à la Coupe du Monde, le niveau des équipes ne cesse de s'élever partout dans le monde, et si l'on ne donne pas aux petits pays la chance de participer, ils n'auront pas la motivation nécessaire pour continuer à progresser. Il faut dire que le projet ne sort pas de nulle part. La CONMEBOL avait officiellement proposé d'organiser la Coupe du Monde 2030 avec 64 équipes pour les célébrations du centenaire. Mais la résistance est forte. Le projet rencontre un obstacle de taille, le rejet de l'UEFA et de la Confédération asiatique de football. Le président de l'UEFA, Alexander Ceferin, a qualifié l'idée de mauvaise, estimant qu'elle nuirait à la Coupe du Monde et aux éliminatoires européennes. Il est peu de dire que Infantino divise, ses détracteurs voient en lui un homme qui dilue la compétition pour en maximiser les revenus. Chez ses partisans, c'est un visionnaire qui veut démocratiser le football mondial. Une chose est certaine, ce qu'il annonce pour 2030 transforme déjà la compétition. La Coupe du Monde 2030, 6 pays, 3 continents, un format inédit. La décision est officielle depuis le 11 décembre 2024. Les 211 associations membres de la FIFA ont désigné l'Espagne, le Maroc et le Portugal hôtes de la Coupe du Monde 2030, tandis que 3 rencontres de célébration du centenaire se disputeront en Argentine, au Paraguay et en Uruguay. FIFA World Cup 2030 will be the joint bid of Morocco, Portugal and Spain, where 101 games will be played. Après 3 rencontres en Uruguay, Argentine et Paraguay prévues le 8 et 9 juin 2030, dans la fraîcheur de l'hiver austral, les équipes et leurs supporters traverseront l'Atlantique pour les 101 autres matchs du 13 juin au 21 juillet. La répartition des stades est précise, le dispositif principal s'appuie sur 20 stades, l'Espagne en fournit 11, le Maroc 6 et le Portugal 3. En Espagne, le Camp Nou de Barcelone et le Santiago Bernabéu de Madrid sont en tête. Au Portugal, le stade de Luz à Lisbonne et le stade de Porto. En Amérique du Sud, le stade Centenario de Montevideo.
le Monumental de Buenos Aires et Asunción au Paraguay. Pour le Maroc, c'est l'aboutissement d'une longue ambition. Quintuple candidat malheureux à l'organisation, le Maroc deviendra le deuxième pays africain à accueillir une Coupe du Monde après l'Afrique du Sud en 2010. Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech, Agadir et Fès figurent au cœur du dispositif marocain. Et comme nous l'avons évoqué plus tôt, le symbole central de cette édition marocaine est un stade. Le grand stade Hassan II, situé dans la région de Casablanca, ambitionne de devenir la plus grande enceinte du tournoi avec une capacité prévue de 115 000 places. Il est encore en construction, et il se trouve en concurrence directe avec le Santiago Bernabéu de Madrid pour accueillir la finale. Les 6 sélections des pays hôtes sont directement qualifiées pour l'édition 2030, et ce que le congrès de la FIFA a affirmé au moment de la validation finale, cela signifie que le Portugal, tout comme le Maroc et l'Espagne, d'ailleurs championne en titre, est qualifié d'office. Ce format sur 6 pays et 3 continents va être inédit, mais il soulève une question concrète. Comment va-t-on jouer cette compétition logistiquement? Et si en plus on passe à 64 équipes, qu'est-ce que ça donne en termes de matchs, de déplacement, de durée? Le format à 64 équipes, ce que ça changerait concrètement. Si la FIFA valide le passage à 64 équipes pour 2030, les chiffres vont donner le vertige. Le tournoi compterait 128 matchs au total, contre 104 en 2026 et 64 en 2022. La durée de la compétition serait nécessairement allongée. La structure du tournoi changerait aussi profondément. Le format envisagé prévoirait un retour à une qualification directe des 2 premiers de chaque groupe pour les phases à élimination directe, supprimant ainsi le système des meilleurs troisièmes. Cela signifierait 16 groupes de 4 équipes, avec une phase à l'élimination directe classique ensuite. En effet, les oppositions à cette formule sont réelles. Selon un consultant cité par RMC Sport, 48 ou 64 équipes ne font plus grande différence en termes de qualité. L'UEFA, de son côté, craint le bouleversement des calendriers européens et la saturation des joueurs en termes de matchs. La question de l'intégrité sportive se pose également avec force. Gareth Southgate avait déjà soulevé le problème avec le format 2030 dans sa configuration actuelle. Je ne comprends pas très bien l'intégrité de la compétition. Il faudrait que je voie tout cela, mais je crois comprendre que 3 matchs sont joués en Amérique du Sud, que les équipes doivent ensuite traverser le monde, changer de fuseau horaire et reprendre la compétition. Il avait ajouté, il y a une grande différence entre jouer l'Argentine à Buenos Aires et la jouer à Casablanca. De toute évidence, le débat sur 64 équipes n'est pas encore tranché et n'est pas près de l'être. Mais on voit déjà parfaitement une tension entre 2 groupes de pensée au cœur du football mondial. Ceux qui veulent une compétition d'élite resserrée et ceux qui aimeraient qu'il s'agisse d'un événement planétaire ouvert au plus grand nombre de nations possible. Et au centre de tout ça, Gianni Infantino, président réélu, contesté, adulé par certains, détesté par d'autres, et dont les décisions façonnent le football mondial pour les 10 prochaines années. Infantino, l'homme qui divise le football mondial. Gianni Infantino est réélu président de la FIFA jusqu'en 2027. Il a 53 ans et depuis son arrivée à la tête de l'instance en 2016, chacune de ses décisions majeures a déclenché un débat planétaire. À 24 heures de la finale de 2026, il déclarait « C'est la meilleure Coupe du Monde de l'histoire ». Il n'hésite pas à manifester sa satisfaction totale de manière assumée et sans nuance. Sa vision serait d'inclure le monde entier. Pour lui, offrir davantage de place aux sélections émergentes constitue un moyen d'accélérer le développement du football mondial. L'édition 2026 avait permis à des nations comme Curaçao, Haïti ou le Cap-Vert de découvrir la scène mondiale. Selon le patron de la FIFA, priver ces pays d'une perspective de qualification risquerait de freiner leur progression. Mais pour nombre d'observateurs et ses détracteurs d'ailleurs, tout n'est question que d'argent. Et pour preuve, le passage de 32 à 48 équipes a augmenté mécaniquement les revenus de la FIFA via les droits TV et les sponsors. La Coupe du Monde 2026 a distribué 871 millions de dollars avec 50 millions pour le vainqueur et un minimum garanti inédit pour chaque participant. Eh bien, le passage à 64 équipes amplifierait encore ces chiffres. Et Infantino, c'est aussi les polémiques extrasportives. Son copinage avec Donald Trump ne l'a pas aidé. L'affaire Balogun restera comme le précédent institutionnel le plus lourd de l'édition. Sa gestion des conflits entre la FIFA et les gouvernements hôtes, notamment autour des refus d'entrée sur le territoire américain, a été jugée insuffisante par de nombreux observateurs. Et la question qui structure tout le débat autour de 2030 et de la possible extension à 64 équipes est finalement simple. À qui appartient la Coupe du Monde ? Aux grandes nations qui veulent préserver l'excellence de la compétition, ou au monde entier, au sens le plus littéral du terme. La Coupe du Monde 2026 est terminée, et la FIFA de Infantino n'a pas attendu 24 heures pour ouvrir le dossier 2030. 6 pays, 3 continents, un centenaire à célébrer, et peut-être 64 équipes si l'UEFA et l'AFC ne font pas barrage. Ce qui est certain, c'est que la Coupe du Monde 2030 s'annonce déjà comme l'édition la plus complexe logistiquement, la plus symbolique historiquement et la plus débattue institutionnellement que le football mondial n'ait jamais connue. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la Coupe du Monde et notamment du format à 64 équipes? On vous attend dans les commentaires. C'est en effet la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un like et surtout de vous abonner à Cultination pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.